10 février 1890. La neige qui n'a pas cessé de tomber depuis 3 jours bloque les routes. Je n'ai pu me rendre à Ayr où j'ai coutume depuis 15 ans de célébrer le culte 2 fois par mois. Ce matin, 30 fidèles seulement se sont rassemblés dans la chapelle de la Brévine. Je profiterai des loisirs que me vaut cette claustration forcée pour revenir en arrière et raconter comment je fus amené à m'occuper de Gertrude. J'ai projeté d'écrire ici tout ce qui concerne la formation et le développement de cette âme pieuse qu'il me semble que je n'ai fait sortir de la nuit que pour l'adoration et l'amour. Béni soit le Seigneur pour m'avoir confié cette tâche. Il y a 2 ans et 6 mois, comme je remontais de la Chaux-de-Fonds, une fillette que je ne connaissais point vint me chercher en toute hâte pour m'emmener à 7 kilomètres de là, auprès d'une pauvre vieille qui se mourait. Le cheval n'était pas dételé, je fis monter l'enfant dans la voiture, après m'être muni d'une lanterne, car je pensais ne pas pouvoir être de retour avant la nuit. Je croyais connaître admirablement tous les entours de la commune, mais passé la ferme de la Sauderaie, l'enfant me fit prendre une route où, jusqu'alors, je ne m'étais jamais aventuré. Je reconnus pourtant à 2 kilomètres de là, sur la gauche, un petit lac mystérieux où, jeune homme, j'avais été quelquefois patiné. Depuis 15 ans, je ne l'avais plus revu, car aucun devoir pastoral ne m'appelle de ce côté. Je n'aurais plus su dire où il était, et j'avais à ce point cessé d'y penser qu'il me sembla, lorsque tout à coup, dans l'enchantement rose et doré du soir, je le reconnus, ne l'avoir d'abord vu qu'en rêve. La route suivait le cours d'eau qui s'en échappait, coupant l'extrémité de la forêt, puis longeant une tourbière. Certainement, je n'étais jamais venu là. Le soleil se couchait, et nous marchions depuis longtemps dans l'ombre, lorsqu'enfin ma jeune guide m'indiqua du doigt, à flanc de coteau, une chaumière qu'on eût pu croire inhabitée sans un mince filet de fumée qui s'en échappait, bleuissant dans l'ombre, puis blondissant dans l'or du ciel. J'attachai le cheval à un pommier voisin, puis je rejoignis l'enfant dans la pièce obscure où la vieille venait de mourir. La gravité du paysage, le silence et la solennité de l'heure m'avaient transi. Une femme encore jeune était à genoux près du lit. L'enfant que j'avais prise pour la petite fille de la défunte, mais qui n'était que sa servante, alluma une chandelle fumeuse, puis se tint immobile au pied du lit. Durant la longue route, j'avais essayé d'engager la conversation, mais n'avais pu tirer d'elle 4 paroles. La femme agenouillée se releva. Ce n'était pas une parente ainsi que je supposais d'abord, mais simplement une voisine, une amie, que la servante avait été chercher lorsqu'elle vit s'affaiblir sa maîtresse et qui s'offrit pour veiller le corps. La vieille, me dit-elle, s'était éteinte sans souffrance. Nous convînmes ensemble des dispositions à prendre pour l'inhumation et la cérémonie funèbre. Comme souvent déjà dans ce pays perdu, il me fallait tout décider. J'étais quelque peu gêné, je l'avoue, de laisser cette maison, si pauvre que fût son apparence, à la seule garde de cette voisine et de cette servante enfant. Toutefois, il ne paraissait guère probable qu'il y eût dans un recoin de cette misérable demeure quelque trésor caché. Et qu'y pouvais-je faire? Je demandai néanmoins si la vieille ne laissait aucun héritier. La voisine prit alors la chandelle qu'elle dirigea vers un coin du foyer, et je pus distinguer, accroupi dans l'âtre, un être incertain qui paraissait endormi. L'épaisse masse de ses cheveux cachait presque complètement son visage. Cette fille aveugle, une nièce, à ce que dit la servante, c'est à quoi la famille se réduit, paraît-il. Il faudra la mettre à l'hospice, sinon je ne sais pas ce qu'elle pourra devenir. Je m'offusquais d'entendre ainsi décider de son sort devant elle, soucieux du chagrin que ces brutales paroles pourraient lui causer. « Ne la réveillez pas, dis-je doucement, pour inviter la voisine tout au moins à baisser la voix. Je ne pense pas qu'elle dorme, mais c'est une idiote. Elle ne parle pas et ne comprend rien à ce qu'on dit.